Mesdames et messieurs, que du plaisir à vous retrouver sur notre plateau, votre plateau du magazine de l'économie. Ce soir, au cœur de l'économie, vous amène à la découverte du Mali aux multiples facettes. Le Mali de nos ancêtres, Soundiata Keïta, Sonia Alibert, Samori Touré, Chekou Amadou, le Mali qui regorge de patrimoine culturel impressionnant, le plateau d'Ogon ou encore les chutes du Misirikoro à Sikasso. Vous l'avez sûrement deviné, je vous parle de votre Mali au riche paysage culturel, ce pays d'hospitalité et de solidarité, ce pays de grandes merveilles universelles et historiques. Et pour valoriser ce riche patrimoine, des hommes et des femmes, férus de culture et de tourisme, sont à la tâche. Ils sont avec nous ce soir pour parler du secteur qui bat des ailes depuis un moment. Oui, le Mali, comme tant de pays, traverse un moment difficile qui a pour nom crise sanitaire et crise sécuritaire. Comment le relancer? C'est tout l'intérêt de l'émission. Voilà, nous sommes ensemble pour une bonne heure d'émission. Et avant de vous laisser regarder le premier reportage, signé Siaka Konaté, Abdul Sahem Bambara, un rapide bonsoir à mon colistier, comme j'aime bien l'appeler ainsi, Sidiki Dambélé et ses invités, que l'on va retrouver tout au long de l'émission. Sidiki Dambélé, bonsoir. Bonsoir à vous, Nyanya. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue. Merci. Donc, bienvenue à vous tous. Bonsoir. Un chiffre pour commencer, 118 milliards de francs CFA. C'est l'apport du tourisme à l'économie malienne par an. La contribution du secteur au produit intérieur brut, PIB, oscillait entre 1 et 3%. Et en tout ça, c'était avant l'éclatement de la crise sécuritaire. Siaka Konaté et Abdul Salam Bambara nous expliquent en détail la place des recettes générées par le tourisme dans notre économie. Suivons ensemble. Sidi Keïta est le directeur général de l'Agence de promotion touristique du Mali, APTM, créée en 2014 avec comme principale mission de vendre la destination touristique Mali. Il se rappelle la période phase du tourisme dans notre pays, une période pendant laquelle les sites touristiques de la région de Mopti, notamment les pays d'Ogon, ainsi que ceux des régions de Tombouctou et de Gao, étaient très prisés par les touristes européens et d'ailleurs, des visiteurs qui pouvaient voyager partout au Mali sans être inquiétés, toutes choses qui faisaient du tourisme un secteur pourvoyeur d'emplois et de revenus. Avec une centaine de milliards injectés par an dans l'économie nationale, la contribution du secteur au produit intérieur brut PIB pouvait atteindre les 3%. Il y a de cela une dizaine d'années, tous les indicateurs étaient ouverts et en termes de contribution, nous étions à peu près à plus de 118 milliards de francs CFA. Donc ce sont des chiffres qui sont donnés par l'Organisation mondiale du tourisme. Et en termes de création d'emplois, nous avions à peu près 12 000 emplois directs. Et dans le secteur du tourisme, il est établi qu'un emploi direct crée 4 emplois indirects. En termes clairs, un hôtel est approvisionné par des produits maraîchers et par d'autres types de production qui sont des intrants qui rentrent dans le cadre justement de la restauration. Il y a une dizaine d'années, nous étions effectivement dans cette dynamique et pratiquement par an, il y avait une moyenne de plus de 500 emplois directs qui étaient créés par le secteur du tourisme à travers la création des établissements hôteliers, à travers la création des agences de voyage ou également à travers la création des établissements de restauration. À l'époque, les statistiques fournies au niveau de la BCAO indiquait une participation qui oscillait entre 1 et 3% au produit intérieur brut. Ces recettes étaient générées par les compagnies aériennes, les agences de voyage, la guide touristique et les hôtels. Justement, le secteur hôtelier a beaucoup bénéficié de ce boom touristique. L'augmentation du nombre de visiteurs a permis non seulement de construire de nouveaux hôtels, mais aussi de créer de nombreuses opportunités pour d'autres secteurs, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Et l'hôtellerie, à elle seule, il y a de cela 10 ans, avait à peu près plus de 9000 personnes. Donc c'était des emplois qui étaient assez importants. Au niveau également du secteur agence de voyage, nous avions aussi une masse de personnes
qui étaient également employés. Mais ce qui est beaucoup plus important, parce que quand on parle d'impact, on voit les impacts au niveau du secteur hébergement. Mais il n'y a pas que l'hébergement. Par exemple, une agence de voyage qui reçoit des touristes, à leur arrivée, l'agence est obligée effectivement de prendre une assurance. Et après, il y a également la mise en place d'une boîte pharmaceutique. Le tourisme constitue, d'autre part, une bouffée d'oxygène pour l'économie informelle avec la vente des produits de l'artisanat, le développement des petits commerces, les prestations des troupes folkloriques et culturelles. Le secteur participe également à la préservation de l'environnement et du patrimoine culturel. Il y a beaucoup de sites touristiques, je parle du pays d'Ogon, je parle de Djéné. Et n'eût été effectivement la fréquentation de ces sites par les touristes, peut-être que ce patrimoine ou ces patrimoines allaient tout simplement disparaître. Donc le tourisme est un vecteur ou un facteur de sauvegarde, de protection de l'environnement, de protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Les responsables de l'APTM constatent avec amertume que tous les indicateurs sont aujourd'hui au rouge, une situation provoquée par la double crise sécuritaire et sanitaire, mais ils ne perdent pas l'espoir de voir les touristes européens revenir en grand nombre au Mali. Grand pourvoyeur potentiel de capitaux, le secteur touristique du Mali faisait gagner tout un monde, à commencer par les compagnies aériennes, les agences de voyage, les hôteliers, les guides touristiques, les artisans et les communautés des sites touristiques. Selon Teneba Monekata, dans ce reportage qui va suivre, le secteur doit bénéficier d'une attention particulière en termes d'investissement, mettant en valeur les nombreux atouts du pays. Suivons. Nous sommes en train d'essayer d'ouvrir de nouvelles niches de destinations touristiques dans notre pays. Parmi ces niches-là, il y a la façade ouest du Mali, la façade sud du Mali et la façade centre, entre parenthèses, Ségou, un peu la région de Koulikoro, qui comprend le pays mandé. À quelque chose, malheur serait donc effectivement profitable. Le Mali, avant la crise sécuritaire et multidimensionnelle, semblait se contenter de ses acquis en matière de tourisme. Certes, le secteur vivait son âge d'or. Les visiteurs affluaient de partout pour vivre les divers festivals, s'immerger dans les riches patrimoines historiques, culturels, sociaux, artistiques et artisanaux du pays. Cependant, la majorité de ces curiosités étaient proposées par les seules régions de Mopti et de Tombouctou. En temps normal, à l'époque, le Mali apportait au moins 100 milliards de francs CFA par an, en moyenne, par rapport au tourisme. Et ça, c'était uniquement basé sur le pays d'Ogon, je dirais. Normalement, c'est toutes les 6 régions du Mali qui devraient être concernées par le tourisme. Le Mali devrait avoir au moins 500 à 600 milliards de francs CFA par an. Aujourd'hui, l'exploration de nouvelles opportunités touristiques par les acteurs du secteur s'impose donc comme alternative à l'isolement des anciens sites causés par l'insécurité. Nous-mêmes, nous ne promettons pas le Mali, mais nous promettons seulement un seul petit secteur. Sinon, la région des Cailles est très riche en culture. La région de Sikasso encore plus. Et Ségou encore aussi. Et toutes les autres régions du Mali. Mais si nous les mettions toutes en valeur, vous verriez qu'effectivement, nous serions comme la France, comme les États-Unis, etc. Parce que 1000 milliards de francs CFA par an en termes de tourisme au Mali, c'est possible. Le Mali a d'énormes potentialités touristiques, surtout avec les sites naturels. Nous avons un fleuve donc, du Niger qui n'est pas bien exploité. Par exemple, il est possible à partir de Ségou ou bien à partir de Bamako d'organiser des voyages avec des bateaux de croisière. Donc faire Ségou-Bamako tout en visitant maintenant donc tous les villages le long du fleuve Niger. Et aussi c'est possible de faire autant pour le fleuve Sénégal. Donc le Mali aussi peut beaucoup profiter de sa situation géographique. Mais si les initiatives favorables au développement du secteur foisonnent, les préalables pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie restent à affiner, notamment ceux qui consistent à attirer la clientèle domestique. Le Malien même n'est pas touriste. Vous pouvez voir en Afrique du Sud, en France, en Chine et dans beaucoup d'autres pays que les nationaux sont les premiers touristes de leur propre pays.
Vous prenez par exemple un Mandeka actuellement, il y a certes sur 10 Mandeka, il y a un seul qui connaît son histoire. Sikasso n'est pas connu par les Maliens, encore moins le nord même du Mali. On a pris conscience que non, là, il fallait aussi, concomitamment qu'on traitait les visiteurs internationaux, il fallait s'intéresser aux nationaux maliens. Nous sommes parvenus à marquer des résultats très très importants, notamment en faisant tourner les scolaires et les universitaires dans les sites à proximité, pas trop éloignés du district de Bamako. Et il y a tout un dispositif promotionnel lié au marketing et à la communication touristique pour essayer de charmer les Maliens. La réorientation des centres d'intérêt touristique nécessite aussi d'autres mesures telles l'aménagement de nouveaux sites, la construction d'infrastructures diverses et la réhabilitation des patrimoines dans certaines communautés concernées. Autant d'investissements indispensables, mais certainement rentables à long terme. Il ne faut pas oublier que le secteur touristique apporte beaucoup plus d'investisseurs et beaucoup plus d'économies dans un pays. Le touriste est un investisseur en herbe. Parce que quand il vient, il voit beaucoup de choses. Quand il repart chez lui, il peut facilement revenir réinvestir. Donc un touriste n'est pas seulement un touriste, c'est un futur partenaire pour un pays. C'est un secteur créateur de richesses et d'emplois. Quand les moments étaient intéressants, c'est nous qui créons la richesse et c'est nous qui créons les emplois. Nous ne sommes pas un secteur d'activité budgétivore. Nous créons la ressource. Nous créons. Nous venons ajouter du plus et de la plus-value à l'économie nationale. Quand je prends des pays comme le Maroc, je prends comme des pays comme l'Égypte, le secteur du tourisme occupe une place très très importante. Et nous devons, au Mali, nous devons faire autant. En effet, le Mali est un pays à grande potentialité dans nombre de domaines et une caverne d'Ali Baba en matière de tourisme. Toutes les régions du Mali, tous les territoires du Mali sont pleins et remplis de ressources touristiques de tout genre. De tout genre. Vous voulez l'artisanat, vous l'avez. Il est expressif et original. Selon que vous allez de Ségou à Tombouctou, à Gao, ainsi de suite, jusqu'à Kidal. Vous allez partir sur les folklores et les danses, les expressions culturelles. C'est pas possible. Quand vous rentrez dans la région de Sikasso, vous allez découvrir de ces choses, c'est incroyable. Où est-ce que vous allez trouver un produit touristique comme le pays de Gonde dans le monde? Il est unique. Comment vous allez trouver un produit comme le kabablo avec sa réflexion septenale là? Chaque 7 ans, on refait le toit du kabablo. Vous n'allez trouver ça que chez nous. Hein? Les pas de danse, ça, on n'en parle même pas. Les coiffures traditionnelles des femmes, c'est des expressions culturelles qui sont extraordinairement riches. Il reste à espérer le retour des beaux jours qui permettraient au Mali de tirer profit des leçons paradoxalement apprises de l'insécurité. En attendant, le secteur a besoin d'un plan Marshall pour se relever. Voilà, vous l'avez compris, la double crise sécuritaire et sanitaire a sérieusement impacté sur le secteur. Nous saluons au passage les acteurs du secteur qui ont massivement fait le déplacement ce soir pour participer à l'émission. Vous pouvez vous applaudir, s'il vous plaît. Et nous saluons également la présence parmi nous de Madame le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Sidiki Dembélé, sans aucune forme de transition, c'est à vous avec vos invités. Merci Nyanya Aliou Traoré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de cette émission consacrée au débat sur la relance du secteur touristique au Mali. Vous le savez, et ça a été dit dans les reportages, le secteur touristique au Mali traverse sa plus grave crise de ces dernières années. La destination Mali n'est plus prisée, les touristes ne viennent plus vraiment et les hôtels, s'ils ne ferment pas, ne font plus le plein. Les guides touristiques, eux, ils ont mauvaise mine, tout comme les artisans aussi qui se retrouvent avec de très nombreux articles qui ne sont pas vendus, des articles qui étaient autrefois prisés par les touristes. Les crises sécuritaires, politiques et sanitaires sont passées par là, mais les acteurs du secteur ne désespèrent pas, tout comme nous aussi à l'ORTM. C'est pourquoi nous avons lancé ce débat sur la relance de l'industrie touristique au Mali. Nos invités sont M. Sidi Keita, le monsieur Tourisme. Il est le directeur général de l'Agence de promotion touristique du Mali. Bonsoir, M. Keita. Bonsoir. Madame Sissé Fatimata Kouyaté, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme. Nous avons aussi M. Moussa Baga Samaké, président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali.
Bonsoir, M. Samake. Bonsoir. Et enfin, notre économiste expert, Modibo Mao Makalou. Bonsoir. Bonsoir, M. Dambélé. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce débat. Je me tourne vers le monsieur Tourisme, le directeur général de l'agence de promotion touristique au Mali, monsieur Keita. Je ne vais pas vous demander comment se porte le secteur aujourd'hui, on le sait à peu près, mais je vais vous demander quelle est l'ampleur du mal aujourd'hui dans lequel se trouve le secteur. Est-ce que, d'après les médecins, le pronostic vital du secteur est touché? Merci, Monsieur Dambélé. Je voudrais, avant peut-être juste de répondre à votre question, remercier la direction de l'ORTM pour cette belle initiative. C'est une opportunité de communication et à chaque fois que les projecteurs sont braqués sur notre secteur, les résultats ont été au-delà des attentes. Donc c'est une opportunité pour nous de faire revivre en réalité ou de faire revenir au premier plan de l'actualité justement la problématique de développement du secteur du tourisme. S'agissant justement de votre question, je pense qu'aujourd'hui, on peut sans doute admettre que le pronostic vital est engagé. Mais comme vous le comprenez aussi, déjà à ce seuil, on revient aussi à la vie. Donc je pense qu'aujourd'hui, le partenariat public-public et le partenariat public-privé pourraient également nous permettre de dégager des pistes qui peuvent effectivement nous permettre de revivre, de faire revivre ce secteur-là. Donc on ne perd pas espoir. Madame Cissé, comment mesurez-vous, vous, à votre niveau, l'ampleur de la triple crise sur vos agences de voyage et de tourisme? Merci, M. Dambélé. Nous remercions l'ORTM, nous remercions notre administration nationale du tourisme pour cette belle initiative. Quand on sait que nous sommes aujourd'hui, nous, opérateurs du secteur du tourisme, dans un plein désarroi. Le désarroi, il est dû effectivement à la déliquescence de notre secteur d'activité qu'il a commencé depuis 2009. Et aujourd'hui, force est de reconnaître, comme nous sommes sur ce plateau pour en discuter, que le tourisme est en pleine déliquescence. Déliquescence qui est due à la crise sécuritaire, comme on le sait, depuis 2009. Déliquescence qui a suivi avec la crise politico-sécuritaire et aujourd'hui avec la crise sanitaire. Donc, si on peut parler ainsi, le tourisme, en réalité, n'existe pratiquement plus. Il n'y a plus de tourisme au Mali. Ah bon? Donc, non. Le tourisme est mort? Le tourisme est complètement mort. Il était sous perfusion, mais aujourd'hui, il est totalement mort. Mais pourtant, les agences de tourisme continuent de vivre. Et pourtant, on peut faire un point ensemble, le constat. Le constat, c'est qu'en 2009, quand il y a eu les premières prises d'otages au Mali, on a commencé avec la désaffection de la destination Mali, qui a continué avec le deuxième point, qui est celui du deuxième sous-secteur d'activité, c'est-à-dire la billetterie, qui a commencé à perdre de la vitesse avec la diminution progressive de la commission pour les agences de voyage, pour se retrouver à la commission 0, pour se retrouver aujourd'hui à EasyPay. Ensuite, il y a eu ce qu'on sait, c'est-à-dire les mesures préventives pour la COVID-19 qui ont décrété l'arrêt même des vols, la fermeture des frontières. Et la fermeture des frontières a signifié en réalité la disparition de l'activité billetterie. On ne vend plus de billets d'avion au Mali. Ça a coïncidé également avec le fait qu'à cause de la Covid, le pèlerinage a été annulé pour l'édition 2020. Donc, sans tourisme depuis 2009, arrêt de la billetterie, annulation du pèlerinage 2020. Vous comprenez avec moi que le tourisme le tableau est vraiment sombre à ce niveau. Et l'industrie hôtelière, M. Moussa Baga Samake, vous continuez de mettre les clés sous paillasson où il y a un léger mieux à votre niveau? Comme vous le savez, ce secteur-là est à terre. À terre parce que quand vous faisiez un peu le tour des hôtels, vous allez voir que ce secteur est à terre.
On peut dire même que vers le centre, le nord, il n'y a plus d'hôtels. Il n'y a plus d'hôtels là-bas. À Bamako, les hôtels ont des difficultés. Il n'y a même pas 5% de taux d'occupation. Et ici, vous voyez cette situation, depuis 2012, même avant 2012, 2009, après la crise sécuritaire, les hôtels ont commencé à avoir des problèmes. Et avec les coups d'État de 2012, ça fait que une grande partie du Mali se trouvait dans la zone rouge, comme le disent les chancelleries. Oui. Ça fait qu'il n'y avait pas de touristes. Et ce qui était des touristes d'affaires qui venaient dans les hôtels, aussi, il n'y avait pas de conférences ni de rencontres pour pouvoir remplir les hôtels. Comme vous le savez, ce secteur-là est un secteur vraiment qui demande beaucoup d'argent pour l'entretenir. Si tu te trouves avec 5% de taux d'occupation, comment tu vas entretenir les chambres? Comment tu vas faire pour payer l'énergie et les impôts? Ça fait que ce secteur se trouve dans une situation très difficile. Très difficile. On sait, selon les chiffres, en 2014, quand même, les Mali comptait 629 hôtels, 309 agents de voyage, 449 bars et restaurants, pâtisseries. Que disent les statistiques aujourd'hui? Bon, les statistiques aujourd'hui, vraiment, sont à un niveau où on ne peut pas quantifier ça parce qu'il y a tellement d'hôtels qui ont été fermés au nord et au centre. Et à Bamako même, il y a des hôtels qui sont fermés. Alors, voilà. Modibo Makalou, le tourisme, selon elle, le tourisme est mort, le tourisme est à terre, selon M. Samaké. Donc, en tout cas, M. Sidi Keita, lui, il garde espoir. Vous, comment vous voyez tout ça, le secteur? Merci, monsieur. On vous dit de faire l'état des lieux du secteur du tourisme aujourd'hui. Merci bien, M. Dambélé. J'aimerais vous remercier, vous et tous les organisateurs, de nous donner la parole sur cet important sujet. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous vivons une crise multiforme au Mali en ce moment. Elle est politique, elle est sécuritaire, elle est sociale, elle est économique, elle est nutritionnelle, elle est alimentaire. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la pandémie de la Covid-19, nous vivons une situation inédite dans le monde, mais en Afrique aussi. Si vous prenez le cas de notre pays, le Mali, cette année, en 2020, nous allons connaître, depuis la crise de 2012, nous allons connaître pour la première fois une croissance économique inférieure au taux de croissance démographique. Ça veut dire que la population croît d'environ 3% chaque année et que cette année, ça fait 25 ans que le Mali a une croissance économique d'environ 5%, mais cette année, nous risquons de ne pas croître. Même pas 1%. Ça m'étonnerait. Et cela va engendrer beaucoup de difficultés, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Ça fait peur tout ça, monsieur. Le tourisme quand même était au 3e rang du classement des secteurs pourvoyeurs de devises au Mali après le coton et l'or. Mais aujourd'hui, après analyse économique, vous classez à quel niveau aujourd'hui le secteur du tourisme? Le secteur du tourisme, il est pratiquement... Il n'est plus dans le classement. Non, il n'est plus à l'arrêt parce que maintenant, si vous prenez le secteur pourvoyeur de recettes, vous avez le coton pour 70%. Vous avez l'or pour 70%, excusez-moi. Ensuite, vous avez le coton pour environ 10%. Ensuite, les animaux vivants. Mais le secteur du tourisme, il est pratiquement à l'arrêt. Et vous savez, nous venons d'avoir les dernières statistiques, non seulement au niveau de l'Afrique, parce que vous savez que l'Afrique, l'année dernière, a eu environ 150 millions de voyageurs, et que cette année, nous n'allons avoir qu'à peine 45 millions pour toute l'Afrique. Bon, le Mali, comme vous le savez, on a déjà subi une crise politique récemment, mais maintenant, avec la crise sanitaire, cela va s'amplifier davantage, parce qu'avec la fermeture des aéroports et le secteur du tourisme, vous savez, comme on l'a dit, c'est un secteur créateur de richesse. Tout à fait.
au même titre que les investissements directs étrangers et les fonds de la diaspora, un touriste qui vient dans votre pays, il prend un billet d'avion, il vient dans un hôtel, il dépense dans l'artisanat, il se déplace, etc. Et cela, c'est un manque à gagner extraordinaire que je ne pense même pas qu'on puisse quantifier tout cela. Oui, c'est vrai. Alors, le tourisme rapporté, on l'a dit dans les reportages, entre 97 et 100 milliards de francs CFA annuellement avant 2012. Mais c'est une économie qui s'est écroulée comme un château de cartes du jour au lendemain. Vous avez vu venir les choses, monsieur le directeur, ou bien et vous êtes resté impuissant face à la situation? Non, en réalité, je pense que tout comme le secteur privé, tout le monde a été pris de court. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'une crise sécuritaire survient dans un pays, il y a cette première tentative d'apporter des réponses. Et je pense qu'en son temps, après les premiers enlèvements des touristes occidentaux, il y a eu des dispositions qui avaient été prises par le gouvernement, mais malheureusement, au fil des années, ces dispositions n'ont pas été suffisantes. Donc, en termes d'impact, ce que j'aimerais juste ajouter à ce niveau est que juste après les enlèvements des touristes occidentaux, il y a eu un plan en rapport avec le secteur privé. On a travaillé pour pouvoir réduire les méfaits de ces crises sécuritaires sur le secteur du tourisme. Mais malheureusement, personne n'avait pensé que la crise allait prendre une telle envergure. Aujourd'hui, je pense qu'en 2010, personne n'aurait imaginé qu'on allait encore être en 2020 avec la crise sécuritaire et qu'on allait aussi assister à l'émergence d'autres formes de crise. Donc, en termes clairs, nous avons été pris au dépourvu par rapport justement à l'ampleur de la crise. Mais comme vous le savez aussi, c'est assez important de tirer les leçons justement de ces séries de crises pour faire en sorte que nous puissions être dans une situation d'anticipation, c'est-à-dire mettre en place une dynamique qui puisse nous permettre d'être à l'abri désormais de ce genre de crise. Donc, je pense que nos efforts actuels sont orientés vers cela pour faire en sorte que nous puissions davantage travailler à réduire un peu la dépendance. On va parler de ces efforts, mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée des chiffres aujourd'hui? On était à plus de 100 milliards pratiquement. Aujourd'hui, on tourne autour de combien? Non, je pense qu'aujourd'hui, selon les dernières informations, parce qu'il faut essayer de faire une analyse comparative. Ça voudrait dire quoi? En 2007, nous étions à peu près à 70 milliards de recettes de dépenses touristiques. Donc, mais selon nos projections, en 2020, nous devions nous trouver avec plus de 200 milliards de recettes. Par an. Par an, exactement. Mais nous sommes largement en dessous et les 118 milliards, ce sont les dernières informations qui ont été communiquées par l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, et ce sont des statistiques qui datent de 2019. D'accord. Alors, après, il y a eu, c'est vrai, la crise politico-sécuritaire depuis 2012, Madame Cissé. Et à cela s'ajoute aujourd'hui la crise sanitaire due au Covid-19. Comment vous vous adaptez, vous, aujourd'hui, à la situation? En fait, nous ne nous adaptons pas. En réalité, nous n'existons pas. C'est ça la réalité. Nous n'existons plus. Les agences, quand même, existent. Nous n'existons plus. Je vais vous dire pourquoi. En fait, s'il ne s'agissait que de la crise sécuritaire, politico-sécuritaire, elle concerne l'activité tourisme réceptif. Donc, vous voulez dire que tout est fermé chez vous? Mais il n'y en a plus rien. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien en là. Chômage. Il y a 3 activités. Il y a le tourisme réceptif, pur et dur. Il y a la billetterie. Il y a le pèlerinage. La billetterie, avec les mesures préventives, tout le monde a fermé ses frontières. Donc, il n'y a plus de billets d'avion vendus. Le tourisme est arrêté depuis 2012, totalement. Il y a quand même des avions qui continuent de desservir le Mali. Il y a même une nouvelle compagnie qui a ouvert... Laquelle? Sky Avec Sky? Oui. Non, Sky Mali. Oui. Sky Mali qui existe, mais qui va d'où à où? Oui. Vous comprenez qu'il y a même eu un semblant d'ouverture des frontières. Mais les procédures par rapport à la Covid-19, pour aller quelque part,
il faut que vous soyez dans la situation de montrer patte blanche, c'est-à-dire d'avoir un test. Et ce test, quand vous le faites, vous devez payer, je pense, $100 pour pouvoir faire le test. 35 000. Bon, donc vous devez faire ça. Et quand vous faites ce test, vous rentrez dans l'avion, à l'arrivée, vous devez refaire le même test encore. Donc c'est des procédures fastidieuses qui n'encouragent pas. Et à un certain moment, et ça c'est maintenant, à un certain moment, il n'y avait que les ressortissants de certains pays qui pouvaient voyager. C'est-à-dire, vous quittez pour venir dans votre pays, mais vous ne pouvez pas aller quelque part. Alors, au niveau des hôtels, comment vous vous adaptez aujourd'hui à la situation, M. Samake? Oui, bon, comme vous le savez, avec cette crise sanitaire... Tous les hôtels ne sont pas fermés quand même. Les hôtels ne sont pas fermés, mais on essaie de faire le maximum. Parce qu'un hôtel fermé, c'est un gâchis. Un hôtel, on ne peut pas le fermer comme ça. Parce que l'investissement, c'est des milliards qu'on a investi. On ne peut pas fermer un hôtel facilement. Mais ce n'est pas seulement les touristes qui viennent à l'hôtel, il y a d'autres personnes. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, bon, l'État, à un moment donné, on a fait des rencontres avec le Premier ministre, parce qu'avec la situation sanitaire, on a demandé à ce que ce secteur-là puisse aider, faire une contribution pour vraiment la situation qui se présente actuellement avec la situation sanitaire. Parce qu'avec le Premier ministre, on avait dit que les gens qui venaient de l'extérieur, il faut que peut-être on peut les prendre en confinement chez nous, les prendre en charge, les donner à manger, les garder en quarantaine pour pouvoir faire notre contribution pour ce secteur. Maintenant, il y a eu cet apport que le Premier ministre nous a accordé, mais avec des difficultés qui se sont suivies, notamment parce que les factures n'ont pas été payées à temps. Même là, il reste encore des factures impayées qui ne sont pas payées. Bien sûr que les gens ont été à l'hôtel pendant 15 jours ou plus de 15 jours. Il y avait le courant qui tournait, il y avait la nourriture. C'était un secteur qui était là en train d'aider à vraiment à faire face à cette situation. Mais en contrepartie, on n'a pas eu ce qu'on pensait. Parce que quand vous donnez des gens, peut-être 200 personnes, 300 personnes à un hôtel, et que vous désirez de le prendre en charge pendant 15 jours. Or, ce secteur est à terre déjà. Avec quoi il va le faire? On s'était endetté avec les fournisseurs sur le marché des viandes qu'on prenait en crédit, notamment l'électricité qui était là, qui tournait en plein temps, qui fait qu'il y avait des charges qu'on devait payer qui sont posées. Mais avec tout ça, on a tenu bon. Il faut tenir bon. Monsieur Mao, vous êtes loin du secteur, vous n'êtes pas un acteur direct du secteur. Quel est le regard de l'économiste que vous êtes sur cet état de lieu qui vient d'être fait ici? Oui, puisque nous parlons de la crise socio-économique, ça touche le secteur des services, comme je vous ai dit, le secteur tertiaire. Et vous savez, ce secteur est vital pour l'économie parce que c'est surtout en zone urbaine. Bon, déjà, nous avons déjà pas mal de problèmes, mais l'État même a des problèmes. Parce qu'il y a une baisse drastique des recettes fiscales et non fiscales. L'État même a des sérieuses difficultés et un manque à gagner probablement entre 500 et 1000 milliards sur le budget d'État. Parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas de recettes fiscales, il n'y aura pas de recettes non fiscales. Bon, il y a d'autres mesures qui peuvent être prises, en tout cas puisque les critères de convergence au niveau de l'UEMOA ont été suspendus et que la Banque mondiale, le Fonds monétaire et les bailleurs de fonds internationaux ont quand même pu accorder certaines facilités à nos différents pays, y compris la suspension d'une partie du paiement de la dette, etc. Mais l'État même est en train d'essayer de s'organiser parce que vous n'oubliez pas que l'État est le premier vendeur et le premier acheteur dans notre pays. Donc, quand vous voyez les crédits de TVA qui ont été faits et les remises d'impôts, mais encore, si nous parlons de remises d'impôts, encore faut-il être en activité comme Madame le dit. Mais quand le secteur est sinistré et que les gens ne travaillent pas, ça pose énormément de difficultés. On ne peut pas parler d'impôts dans voilà, ces cas. Exactement. Alors, on va parler des stratégies de relance du secteur. Mais en attendant, on va faire un tour dans certaines régions. D'abord avec vous, Nyanya Lou Traoré.
Oui, Sidiki, ça me fait tellement de peine d'entendre tout ça. Le Mali est tellement beau, le Mali est tellement riche. Nous allons découvrir avec nos téléspectateurs les merveilles du plateau d'Ogon. C'est avec Boubacar Sankaré et Suleiman Tessougui. Le plateau d'Ogon est une aire géographique où les cours d'eau sont encaissés. C'est un prolongement des monts Mandinka. Et au niveau du plateau se trouve la falaise qui est une paroi verticale avec une direction sud-ouest et nord-est. La hauteur de la falaise varie entre 100 et 400 mètres de hauteur et la longueur est de 200 km allant de Banyangara à Bamba dans le cercle de Kouro en passant par Bankas. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO le 15 décembre 1989, le plateau d'Ogon est une zone très riche en produits touristiques. Il a d'abord des attraits naturels. Les montagnes, qui sont des opportunités de faire du tourisme d'escalade pour certains touristes. Nous avons des cours d'eau. Quand vous montez sur le plateau, vous avez l'impression que les cours d'eau souvent descendent dans des trous. Et bizarrement, dans ces endroits, vous allez rencontrer des caïmans qui sont là. Nous avons aussi Amani, qui a sur la falaise, qui a également ses crocodiles. Donc la beauté naturelle offre de voir l'opportunité de voir ces produits touristiques. Vous avez souvent des roches, des grottes sous-abri, qui sont presque comme des maisons encastrées dans la roche. Dans certains endroits, tu as l'impression que tu es dans un village quand tu rentres dans ces grottes. Il y a la grotte de Barkomo, qui a une formation géologique spectaculaire. En plus de sa valeur naturelle, le plateau d'Ogon offre également à ses visiteurs des merveilles au plan architectural. Le pays d'Ogon, de par ses caractéristiques géologiques, comme je l'ai dit, archéologiques, ethnologiques, son paysage est une aire naturelle d'une beauté unique en Afrique de l'Ouest. Et c'est un territoire où les maisons sont construites généralement avec l'utilisation des matériaux locaux. Le plateau d'Ogon a enfin des attraits au plan culturel. Un peuple qui a une tradition originale. Et l'originalité a été maintenue parce qu'ils sont restés longtemps sans être en contact avec le monde extérieur. Cette cosmogonie d'Ogon, elle est très riche. Et nous avons au niveau du plateau, à 14 km de Bayangara, Songo, où se trouve le auvent des masques, où nous avons également des peintures rupestres. Les maisons Télém qu'on peut observer au niveau de Nombori. Également, nous avons la maison du Ogon. Donc le Ogon, ça c'est le prêtre, le patriarche qui est le prêtre au niveau du culte traditionnel d'Ogon. Les masques, c'est un objet, un élément qui est carrément lié à la mort, donc dont l'interdit est très sévère pour les femmes. Les femmes n'ont pas le droit de passer devant les masques. Et là où on fabrique les masques, elle ne doit pas passer là-bas. Parce que pour les Dogons, la femme, elle a son rôle, c'est de donner la vie. Or, les masques est lié à la mort. Donc, c'est deux éléments incompatibles. Les habitants du plateau d'Ogon et de la falaise conservent jalousement leur patrimoine. C'est un endroit très important quand même pour la population d'Ogon qui habite sur le plateau et sur la falaise. C'est des gens qui sont fiers d'habiter au plateau et à la falaise. Les sites touristiques qui attirent la plupart des touristes qui viennent de l'Occident, nous avons des sites naturels. Rien n'a été inventé, tout est naturel. Le Mali regorge des sites impressionnants. Des sites qui, n'eût été la crise multidimensionnelle, avaient un apport considérable aux ressources locales, régionales, voire nationales. Oui, le Mali est riche de son patrimoine. Moi, par exemple, Nyanya Alou Traoré, moi j'aime bien le site du Kouroukanfouka, c'est vers Kankaba. Et au début de l'émission, je l'ai dit aussi, j'aime bien les chutes de Missirikoro. Nous sommes avec des participants, des invités, et je vais demander à ce monsieur, quelle est la partie du Mali que vous aimez, que vous voulez faire découvrir
à nos téléspectateurs ce soir? Moi, j'aime la région de Mopti, qui est très, très, très riche en sites touristiques. Mopti. Oui. Et vous? Je suis la région de Tombouctou. Parce que je suis de cette zone, mais c'est une zone à découvrir. Sidiki Dambélé, on ne va pas finir si on fait le tour. Voilà, le Mali riche. Justement, il vient de parler de Tombouctou et depuis Tombouctou, notre correspondant sur place, Yé Atandina, s'est apaisanti sur les conséquences de la crise multidimensionnelle qui touche notre pays, particulièrement le secteur dans cette région du pays, suivant son reportage. La Fascinante s'est particularisée de par son patrimoine immatériel en général et son savoir-faire en particulier. Une particularité qui a drainé pendant des décennies bon nombre de visiteurs à se lancer à la découverte de la mystérieuse. Tombouctou disposait de nombreuses potentialités touristiques, culturelles, les habitations des explorateurs, les manuscrits anciens, mais aussi et surtout des produits artisanaux, fruits de l'expertise locale qui ont donné à cette ville une renommée nationale et internationale. Ici, les hommes pratiquent le travail du cuir, la broderie à la main, le tissage et la forge, pour ne citer que cela. Je fais ces métiers, on a des articles, mais il n'y a rien ici. On fait seulement, il n'y a pas de tourisme ni rien. On travaille juste à la maison. Ça ne se vend pas ni rien. Je le fais parce que c'est le métier que j'ai hérité de mes grands-parents. Et depuis 1973, notre famille est venue à Tombouctou et on a créé l'artisanat. On travaille dans le tourisme. Mon travail, c'est quoi? C'est la forge. Je fais des bijoux, des couteaux et toute ma vie, c'est ça. Le secteur, aujourd'hui, au niveau de la région de Tombouctou, se porte mal. Vu la mévente des produits, la quasi-fermeture des hôtels et la réalité des touristes, ceux-ci font planer sur l'ensemble des membres des corps de métiers existants ici dans la région de Tombouctou. Avant la crise, l'artisanat dans les régions du Nord ont une grande place dans le développement de ces régions-là. Si je ne dirais même pas peut-être à 80%, mais l'artisanat c'est en temps plein pendant les 12 mois de l'année. Et donc il n'y a pas dans chaque famille de la région de Tombouctou, sur 6 hommes, tu trouves les 5 sont des artisans. Ce trésor inépuisable, véritable industrie de développement économique, social et culturel, a pris un coup avec la crise multidimensionnelle et sécuritaire qu'a connue le Mali en 2012 et récemment la pandémie du coronavirus. À cela s'ajoute le dysfonctionnement constaté dans la transmission des valeurs culturelles et la non-convoitise de ces différents métiers par la jeune génération. Et on assiste d'année en année avec la diminution du nombre de touristes. Par exemple, si nous prenons le cas des arrivées, en 2018, on a enregistré 800 arrivées de touristes en 2018. Et les 70% étaient des visiteurs internationaux. Mais en 2019, on a enregistré que 324 arrivées de touristes nationaux. Donc pas de touristes internationaux. De 2011 à nos jours, la grande majorité des guides sont laissés pour compte. Ils vivent dans une situation vraiment désastreuse. Et ça fait en sorte que l'industrie du tourisme même à Tombouctou ne peut pas aller sans les ressources humaines qui sont les guides, qui sont en charge de l'accueil, les visites et tout ça. Et les guides, ces ressources ne sont pas entretenues. Ces pratiques sociales et culturelles qui étaient de par le passé léguées de père en fils, sont aujourd'hui en phase de disparaître, dues à un certain nombre de facteurs. Entre autres, la mévente des produits artisanaux et l'absence des touristes. Des facteurs qui ont entraîné la migration et le déplacement temporaire ou définitif de plusieurs artisans vers d'autres contrées du pays. J'invite les autorités à nous aider. Comme vous voyez, je suis là, je travaille et j'ai des difficultés à le vendre. Même à l'extérieur du pays, j'ai du mal à voyager. Donc il faut vraiment essayer de voir comment on peut investir pour pouvoir sauvegarder le peu que nous avons eu. Parce que l'État malien a beaucoup investi dans l'industrie du tourisme pour avoir la région de Tombouctou a pratiquement les meilleurs guides du Mali. Je propose aussi le renforcement de la sécurité pour qu'au moins les nationaux visitent Tombouctou pour découvrir les curiosités
Et ensuite, pour les visiteurs internationaux, je propose aussi le développement, avec l'accompagnement de l'État, et des partenaires, le développement d'un tourisme virtuel. En attendant de trouver des solutions aux multiples préoccupations du secteur, certains artisans ont choisi de se convertir et pratiquer d'autres activités pour se tirer d'affaires, comme par exemple la soudure, la menuiserie, l'intermédiation et le transport, entre autres. Et comme vous venez de l'entendre, l'État malien travaille d'arrache-pied pour préparer l'après-crise avec des stratégies qu'il met en place progressivement. Salimata Dao nous donne plus de détails. Le 6 novembre 2020, les acteurs touristiques du Mali se réunissaient en un séminaire pour échanger sur les conditions de voyage suite à la réouverture des frontières. Des frontières qui étaient fermées pour des raisons sanitaires causées par la pandémie du Covid-19. Le chemin à parcourir est encore long, voire pénible, mais ensemble, nous pouvons relever les défis dans une synergie d'action. Donc, je profite de cette occasion pour appeler à la réflexion sur les axes de résilience. En temps normal, cette libre circulation des personnes serait évidemment un redémarrage automatique des activités touristiques. Seulement, le secteur vit une crise qui n'a rien à voir avec le Covid-19. Le virus l'a juste accentué. Sinon, la crise du tourisme est vieille de 8 ans. Depuis 2009 à maintenant, notre secteur souffre. Le secteur souffre, ça souffre. Avec la pandémie, avec la crise politique qui s'en est mise, vraiment, c'est difficile. Parce qu'avec la pandémie, il faut fermer les frontières, il faut fermer les hôtels, il faut fermer les restaurants, il faut fermer les bars, il faut fermer vraiment tout ce qui est activité touristique. Ça, c'est vraiment mauvais. Alors que le tourisme demande le déplacement. Tous les acteurs, sans exception, sont nostalgiques du bon vieux temps, avant la crise sécuritaire de 2012. Pour certains, la situation est catastrophique, mais ceux qui sont dans la restauration s'en sortent un peu mieux. Il n'y a plus de touristes au Mali à cause de la crise politico-sécuritaire. L'activité billetterie a cheminé de jour en jour vers un déclin total. Et puis, la Covid est venue compléter le tableau. Le métier guide, c'est quelqu'un qui fait l'accueil des étrangers. Donc, qui accueille les étrangers, c'est quelqu'un qui veut rencontrer, échanger, partager. Et là, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis mon enfance. Donc, c'est comme ça que je suis devenu guide. Avec la crise, donc, je ne voyais pas d'autre métier qui ressemblait à ça si ce n'était pas la restauration bar. Nous avons 17 chambres ici, tous climatisés, accès à une salle de bain intérieure et avec le Wi-Fi. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez combien de clients? Bon, aujourd'hui, nous avons un peu la moitié. Voilà. Avant 2012, en remerciant Dieu, je peux dire franchement, les choses allaient très bien. On tirait profit de notre travail et c'était une bonne ambiance. Quand il y a eu les événements de 2012, franchement, ça a vraiment ralenti notre domaine, la restauration, tout. Bon, parce que là, nous, on n'est pas ouvert seulement au public malien. Après 2012, on a commencé à se relever petit à petit. Et nous voilà encore frappés par le Covid-19. Donc, nous, on était même obligés de fermer le restaurant, comme ça a été demandé par les autorités, pendant 2 mois. Et j'avais mis mon personnel même en chômage technique. Faisons fi de tous ces problèmes de circonstances qui bloquent le développement du secteur touristique et intéressons-nous à cette question. Y a-t-il une politique nationale pour dynamiser le tourisme malien? En répondant à cette question, le directeur national du tourisme et de l'hôtellerie visiblement ressent un peu de gêne. Bon, la politique en tant que telle, actuellement, nous ne l'avons pas. Mais nous avons des stratégies, des orientations qui nous permettent de développer le tourisme. Pas de politique globale, mais les autorités mettent en place au fur et à mesure des initiatives pour rendre plus productif le secteur du tourisme. L'État malien a toujours appuyé ses opérateurs qui sont les guides de tourisme, les hôteliers, les agents de voyage. On a même commandité une étude en 2011 qui allait vers ça. Tout récemment aussi, les guides de Mopti ont eu un financement à travers cette étude. Les guides de Mopti viennent d'avoir un financement de leur siège
En même temps, ils vont faire de l'élevage bovin. L'agence de promotion touristique du Mali, appelée Mali Tourisme, opérationnelle depuis 2016, est un incubateur de stratégie que l'État a créé 2 ans après la crise de 2012. À notre arrivée, le directeur et ses agents étaient en réunion. L'agence va proposer bientôt sur son portail un voyage touristique dans la région de Ségou, sur les potentiels textiles de la région. Nous sommes en train de travailler sur la redynamisation du tourisme domestique. À la date d'aujourd'hui, nous sommes très bien avancés. Il y a des propositions qui sont dans les circuits et ces propositions portent sur d'abord l'adaptation du prix de prestation de services dans les unités d'hébergement, mais également par d'autres entreprises, sur le revenu du Malien lambda. Nous sommes en train de mettre en place un plan de communication pour pouvoir au moins travailler sur cette dimension au niveau national. Les idées ne manquent donc pas pour offrir de beaux jours au secteur, mais elles auront de la peine à avancer dans un contexte où le pays se bat contre les forces du mal. Les acteurs veulent rester éveillés et tant bien que mal actifs pour maintenir en vie le tourisme malien qui, quand il est en bonne santé, booste l'économie nationale. J'ai 6 employés. Et vous les maintenez tous? Bon, pas que je les maintienne tous, mais bon, en réalité, une entreprise de la sorte, ça devient comme une famille. Les gens sont habitués à venir et ils continuent à venir. Nous travaillons sur les petits dossiers de part et d'autre. Finalement, il n'y a même plus de dossiers à traiter, mais c'est devenu une habitude de venir au bureau. J'emploie plus de 50 personnes. C'est mes enfants. Eux-mêmes, ils sont venus me voir à la maison. Au moment, on ne peut pas rester à la maison. Venez, on ouvre, on va faire avec les moyens de bord, même si on n'est pas payé. Et là, franchement, ça m'a touchée. J'ai dit, bon, d'accord, on va essayer. Et là, les activités ont repris timidement. Aujourd'hui, l'escale gourmande, sans son personnel, n'a pas de sens, que ce soit homme, femme. Visitons nos attraits touristiques, visitons vraiment nos curiosités, vraiment mangeons davantage dans les restaurants si nous sortons, vraiment dormons dans les hôtels, vraiment achetons vraiment les produits locaux de ces localités-là. Ça va vraiment faire développer l'économie nationale et lutter contre le chômage. Je vous invite à présent à faire un tour à Sibi avec ceux qui sont au début et à la fin de l'activité touristique, c'est-à-dire les guides. Ils sont nombreux à proposer leurs services aux visiteurs afin de leur faire découvrir dans un cadre convivial des sites touristiques. Guide, un métier de passion, c'est avec Moussa Papaïdara et Moulay Sidibé. Ce samedi, Madi et ses amis ont une grande envie de découvrir la ville de Sibi, située à une quarantaine de kilomètres de Bamako. Ils se dirigent vers un hôtel, l'endroit indiqué pour trouver ceux qui sont au début et à la fin de l'activité touristique, les guides. Ça va, vous allez bien, monsieur? Et qu'est-ce que vous êtes en forme? Oui, très bien. Soyez la bienvenue. Merci. Merci. Il y a des différentes activités ici. Il y a visite guidée, il y a activités sportives. Actuellement à Sibi, ici, on peut visiter plein de sites touristiques. Après des échanges, les jeunes ont choisi le tour à vélo, l'escalade et la découverte de quelques lieux touristiques. Leur guide du jour, Noumouké Sinaba, 32 ans. Il est guide depuis 2002. Après ses études primaires, il embrassa très vite le métier de guide, un moyen de promouvoir sa localité et surtout permettre aux visiteurs de respirer l'air pur de la nature. On a suivi une formation pour vraiment rester, développer nos pays, la commune, nos villages. Ici, avant, il n'y avait pas vraiment de guides pour accompagner les touristes qui viennent vraiment pour aller visiter. Et pour que les étrangers viennent, les touristes viennent pour vraiment qu'ils soient vraiment satisfaits, il faut les guides. Ici, la nature aussi, c'est vraiment joli. Et ça attire aussi, il y a vraiment de l'air pur. Donc, écoutez bien ce que je vais vraiment vous dire. Et n'hésitez pas vraiment à me demander si, au cas où il y a quelqu'un qui a un petit problème au niveau du changement de vitesse. En temps normal, il enchaîne cette activité assez sportive qui lui sert de métier plus ou moins rentable avec 7 000 francs par vélo,
plus 10 000 francs pour le guide. Mais ce qui compte pour Sinaba, c'est le plaisir d'accompagner les autres. Voilà, on reste le fil indien, ok, on se suit. À chaque fois qu'il y a des touristes ici, je suis vraiment content. Parce que je ne serai pas vraiment seul qui font vraiment du vélo. Il faut d'autres personnes aussi qui sont vraiment du vélo. À chaque fois que je trouve des vététistes qui viennent faire du vélo, je suis content. Ok, c'est parti. Un voyage à vélo qui non seulement brûle des calories, mais permet aussi de contempler la nature. 2 kilomètres parcourus, les voilà au sommet. Oh oui, en tant que guide, comme ça fait rien. Il faut vraiment être aussi en forme pour faire vraiment un grand circuit. Minimum par jour, minimum 50 km. Sinon, si tu ne peux pas vraiment faire par jour, tu peux trouver des clients qui peuvent vraiment aller jusqu'à 60 km par jour. Donc il faut vraiment être toujours en forme. Même s'il n'y a pas de clients, nous on s'entraîne. Mais pourquoi vous amenez les clients par là? Il y a une belle vue ici. Après la prise de vue imprenable sur Sibi, direction l'escalade. Une autre découverte pour les touristes du jour. Ils sont conduits cette fois-ci par 2 autres guides. Ici, on appelle les falaises de Mont Mandin. Mais actuellement, là où on va faire l'escalade, on appelle l'Arche Kamadjan. Donc c'est là-bas qu'on va faire escalade. Moussa Kamara était un habitué des falaises. Depuis 2002, il s'est spécialisé à Charmonnet en France dans l'escalade. Malgré le risque, c'est un métier qu'il exerce avec plaisir. Il doit amener les touristes à vaincre leur peur et à escalader cette falaise de 15 mètres. Bon, on peut dire que c'est risqué, mais ça dépend des moniteurs même. Il faut vraiment tout respecter. Donc les règles qu'on doit faire, il faut tout respecter. Quand il est respecté, donc c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. C'est un support. Nous, c'est un pays de montagne. Donc c'est pour ça que j'ai aimé. Moussa et son coéquipier Lamine font d'abord ce qu'ils appellent l'escalade en tête. Il s'agit de mieux sécuriser les cordes en haut. Vas-y. Voilà, maintenant il est vaché. Quand il dit vaché, cela veut dire que la sécurité est déjà bien mise en haut. Moi, je peux laisser tout maintenant ma corde. Chaque montée et descente des touristes reste un défi relevé par ses guides. Il y en a qui n'arrivent même pas à descendre, ils ferment même les yeux. Mais tu expliques s'il y a les clients qui n'arrivent pas à descendre, comme on a tout prend ça en formation. Donc il y a un moniteur qui monte en haut pour aider. Donc tu l'accroches, soit tu te portes en dos, ou bien tu l'accroches à côté et vous descendez ensemble. La visite touristique se poursuit sur l'Arche du Kamadjan, où nous avons cheminé avec ce groupe d'élèves. Là où intervient un autre guide spécialisé à l'explication de l'histoire de ces sites chargés de symboles. Soumaïla Traoré a une parfaite maîtrise des lieux grâce à ses formations en Tanzanie. Sa fierté, la transmission de connaissances. Tout le peuple malien, tout le peuple africain et les autres étrangers commencent à découvrir Sibi. Donc aujourd'hui, si on a quelque chose devant nous qui va nous compléter encore à vraiment annoncer Sibi, vraiment ça nous rend fiers. Voilà. Parce que là où on est aujourd'hui encore, on est en train de doubler nos connaissances pour que nos frères puissent remplacer nous dans les jours qui viendront. Depuis 2012, l'activité touristique est au ralenti ou presque à l'arrêt. Les guides comptent sur une bonne politique de l'État. Le nombre aujourd'hui, il n'y a pas de touristes au Mali aujourd'hui. Il n'y a que le tourisme domestique. L'État malien est en train de mettre en œuvre pour que tous les Maliens puissent découvrir ce jeu. Nous sommes dans la politique du tourisme domestique. Maintenant, les touristes, c'est la débandade. Il n'y a pas de touristes au Mali. Il y a 0 touristes. Et avant, vous aviez combien? Bon, on avait 500 000 touristes au pays de Gon. On était à environ 800 000, 900 000 touristes au Mali. Par an. Après 3 heures de randonnée, les touristes repartent satisfaits et avec leurs sacs remplis de bons souvenirs. Et nous, ici, nous avons eu de belles images. Qui peut penser qu'on fait de l'escalade ici, à Bamako, à Sibi, au Mali? Voilà. On va applaudir les guides pour ça. Le président de la fédération est sûrement ici. Voilà une relance qui se prépare activement, Sidiki Dambélé. Et comme j'ai eu à le dire, nous avons
la patronne du département de la culture, de l'artisanat et du tourisme avec nous. Et on va lui demander quel est le site qu'elle aime beaucoup dans son pays. Merci beaucoup, Nyanya, mais c'est une question piège, ça. Ah bon? Non. J'aime pratiquement tous les sites touristiques et culturels du Mali. Mais j'avoue que j'ai un faible pour le Mandé. Le Mandé. J'ai un faible pour le Mandé et j'ai été vraiment captivée par le reportage tout de suite sur Sibi, sur l'arche de Kamanja. Mais je dis et je le redis, tous les sites touristiques et culturels du Mali sont magnifiques et méritent d'être visités. Merci Nyanya Aliou Traoré. Retour sur ce plateau pour parler de la politique de relance s'il y en a, bien sûr. Monsieur le directeur, il y a certains réceptifs et certains spécialistes qui disent que la reprise du tourisme est, entre guillemets, impossible. Vous le comprenez ou bien vous le trouvez trop pessimiste? Je trouve beaucoup plus pessimiste. Comme vous le savez, peut-être je ne pense pas que je ne suis pas de leur avis. Et je pense que nous disposons de tous les ressorts nécessaires pour relancer notre secteur. Je le disais tantôt, on ne l'avait pas vu venir et on ne l'avait pas anticipé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être à l'abri de ce genre de désagréments? Et nous l'avons compris au niveau du département. D'abord, nous avons orienté nos actions vers 3 axes. D'abord, il y a les 3 segments. Il y a la clientèle nationale, il y a la clientèle régionale, mais il y a également la diaspora. Et vous savez, lorsqu'une crise de cette envergure survient, et avec toutes les conséquences liées, ce n'est pas facile de convaincre ceux qui sont très éloignés du Mali, parce que le message, il n'est pas audible. Vous avez beau participer à des salons, vous avez beau articuler vos actions de promotion à l'international, le message reste moins audible, parce que les gens ne viennent pas. Le premier facteur, c'est la sécurité. Mais par contre, nous avons aussi compris que les marchés de proximité, comme les pays de la sous-région, sont beaucoup moins exposés à ces campagnes médiatiques. Ils sont moins sensibles à ces situations d'insécurité qui sont malheureusement brandies ailleurs. Donc notre stratégie au niveau du département, c'est de faire en sorte que nous puissions travailler sur ce segment. Et en collaboration avec les pays de la sous-région, travailler pour faire en sorte que nous puissions davantage offrir ces belles expériences aux pays, par exemple les Ivoiriens. Il y a un Malien en Côte d'Ivoire, il y a un Ivoirien ici au Mali. Donc faire en sorte que nous puissions articuler nos actions de communication en participant à des salons et en organisant d'autres activités qui puissent nous permettre de mieux vendre le Mali. Mais nous avons une clientèle sur laquelle nous travaillons et je pense que c'est l'avenir de demain. C'est nous permettre effectivement de créer la consommation domestique. Parce que nous avons été fortement dépendants du flux international. Oui, le tourisme domestique, quelqu'un disait que le Malien n'est pas touriste. Non, en réalité, le Malien, il ne l'a pas compris parce que tout simplement, le Malien a été de tout le temps touriste. Mais cette forme d'organisation n'y était pas. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'aujourd'hui, cela, bien avant, comment dirais-je, le temps qu'on connaît, il y a eu des moments là où on a des fêtes, les fêtes culturelles dans des localités, à l'arrivée du mois de l'hivernage ou à la fin de l'hivernage, il y a ces déplacements de village en village. Ça crée du mouvement, c'est du tourisme en fait. Mais la forme économique que nous souhaiterions donner à cette activité pour faire en sorte que tous les services qui dépendent de cette activité, c'est cette solution que nous sommes en train de rechercher. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes en train d'y travailler parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend ce phénomène, il y a 3 facteurs de blocage. Il y a les pesanteurs socioculturels, il y a également le faible pouvoir d'achat des Maliens, mais il y a également le déficit d'information. Nous avons une classe moyenne malienne qui se paye des vacances en France, aux États-Unis, entre autres. Donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir amener ce public cible vers les différents sites touristiques. Donc vous voulez empêcher les gens d'aller en Europe pour les amener chez eux au Mali? Nous voudrions, exactement, nous voudrions justement, en rapport avec le secteur privé, proposer autant d'initiatives qui puissent également leur permettre de s'orienter vers les sites touristiques du Mali. Et c'est là où nous avons un avenir certain. Parce que comme Makalou le disait tout à l'heure,
partout où cette activité a marché, il faut minimum qu'il y ait la moitié, comment dirais-je, de cette activité qui puisse être tirée par la clientèle nationale. Mais nous avons compris qu'il ne fallait pas uniquement se limiter à cette clientèle nationale. Il faut essayer d'aller au-delà. Je revenais un peu sur les chiffres. Lorsqu'on fait une analyse du volume des arrivées de touristes internationaux depuis un certain temps, vous allez comprendre que c'est un peu à la hausse. C'est paradoxal. Ah bon? Exactement. C'est à la hausse. Le nombre de touristes que le Mali a reçus en 2019 est supérieur au nombre qu'on a reçu en 2018 et ainsi de suite au cours de ces dernières années. C'est assez paradoxal parce que tout simplement, nous avons constaté que... Ils vont où ces touristes? À Bamako ici? Oui, parce qu'en réalité, la classification internationale du tourisme fait que c'est un peu les gens qui n'habitent pas ici, qui n'ont pas comme lieu de résidence habituel le Mali. Et on a compris que pratiquement c'était la diaspora. 70% de la clientèle française, parce que quand on vient, on est enregistré français, et ce sont des Maliens qui résident ailleurs. Donc, et ça, c'est un segment sur lequel nous allons travailler, tout comme sur le segment du tourisme domestique, pour que nous puissions effectivement avoir au moins une masse assez importante qui puisse nous permettre de faire tourner toutes les activités et services connexes en rapport avec l'activité touristique. D'accord, mais ces clients, Madame Cissé, ne passent pas par vos agences ou quoi? Quelqu'un disait aussi qu'il faut un plan Marshall même pour le secteur. Vous êtes d'accord? Monsieur Dambélé, je pense qu'il va falloir qu'on se parle sans complaisance. Allez-y. Je préfère. L'activité touristique, qui en est le premier bénéficiaire pour le Mali? C'est le Mali, c'est l'économie malienne. Mais en réalité, qui est le fil conducteur? C'est les opérateurs touristiques. Ces opérateurs touristiques que nous sommes, quelle est notre situation aujourd'hui? Quel est notre avenir? Comment peut-on faire pour que nous puissions avoir des revenus sur ces revenus, payer des impôts, payer des taxes? Faire en sorte que nous puissions apporter notre contribution à l'économie du Mali. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que ne nous leurrons pas. Ce n'est pas avec un essai dans la résilience de l'activité touristique qu'on va faire du tourisme. Je suis désolée. L'activité touristique, aujourd'hui, elle a un problème. Le problème, ça s'appelle sécurité. Le jour où il y aura la sécurité, eh bien, tout deviendra normal. Sans cette sécurité, nous aurons seulement 2 activités. Donc, on va attendre la sécurité à 100%. Cette sécurité à 100% et qui est difficile. Si nous observons la situation géopolitique, économique, sécuritaire, internationale même, je parle par exemple, nous sommes dans la FOPA, le directeur des connaissances, ça veut dire la Fédération des organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme de l'espace UEMOA. Nous étions les seuls pays d'abord à avoir des problèmes d'insécurité. Mais aujourd'hui, les 7 pays de l'espace UEMOA sont concernés. Pour vous dire que ce que nous voulons faire, eh bien, d'autres veulent le faire sans pour autant pouvoir le faire parce que quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de tourisme. Ne nous leurrons pas. Mais en l'absence de sécurité, les 2 segments qu'on peut faire dans l'activité touristique, ces segments sont, comme je l'ai dit, la billetterie, à condition que la Covid disparaisse. Il y a également le pèlerinage. Parce que nous avons constaté que les agences de voyage qui font pèlerinage ont reçu toutes les autres. Aujourd'hui, nous sommes plus de 400 agences de voyage à exercer dans l'activité pèlerinage. Cette année, à cause de la Covid, il n'y a pas eu de pèlerinage. Tout le monde est resté sur le carreau. Donc, 2 activités pour 400 agences de voyage et ces activités-là qui ont disparu. Vous voulez qu'on parle aujourd'hui de résilience? En faisant quoi? Okay. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, mais je souhaiterais qu'on soit réaliste. Qu'on soit réaliste. Ensemble, nous avons déjà un cadre de concertation. Parce que l'administration du tourisme en place a de bonnes initiatives et est en train de faire en sorte que ce cadre de concertation soit opérationnel. Bonnes initiatives, mais pas réalistes? Non, je n'ai pas dit. Ce n'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Quel est le résultat à quoi nous voulons atteindre? Il vient de le dire. Il vient de le dire.
quoi? Ce que j'aimerais dire, je pense que j'ai eu à dérouler un peu les dimensions sur lesquelles nous travaillons et je pense que c'est des concerts avec le secteur privé. Mais nous sommes aussi conscients du fait que c'est assez important que l'on puisse travailler sur l'évolution positive de l'environnement sécuritaire. Je le disais tantôt. Non, aujourd'hui, je pense que ces débats où les orientations sur cette question sont assez claires. La probabilité à ce que tout le Mali soit sécurisé sur une durée est pratiquement nulle. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir apprendre à vivre avec cette crise comme nous sommes en train de le faire avec la crise sécuritaire. Mais nous avons aussi identifié, en rapport avec le secteur privé, des parcours touristiques qui peuvent également être viables. C'est-à-dire juste en mettant le maximum de conditions sur ces différents sites touristiques. Pour moi, à moyen terme, on peut y arriver. À moyen terme, ça veut dire qu'on n'aura plus de Covid. Ça veut dire que si on n'a pas de Covid, on peut faire pèlerinage, on peut faire billetterie. Il y a un semblant de résilience d'activité. Mais le tourisme pur et dur, attendons d'abord. Je pense qu'on ne doit pas en parler. Mais il y a une entreprise, quand l'entreprise elle est productive, le cash flow d'une entreprise, c'est très important. S'il n'y en a pas, il n'y a pas d'entreprise. Et s'il n'y a pas d'entreprise, comment voulez-vous dire que le tourisme marche? Donc, nous sommes main dans la main avec l'administration du tourisme, justement. D'abord, moi, je pense que nous devons passer par des états généraux du tourisme. En faisant les états généraux, nous allons dire ce que nous voulons, ce que nous pouvons dans un grand brainstorming. J'ai reçu des correspondances qui sont dans cette ligne droite-là, c'est-à-dire faire en sorte qu'on réfléchisse sur chaque segment, faire un séminaire et donner nos avis sur ce qu'on peut faire pour relever ce secteur qui est à terre. Là, je suis complètement d'accord. Ok, d'accord. Et au niveau de l'autolourisme, M. Samake, j'imagine que vous avez un plan de relance de votre secteur aussi, avec l'accompagnement de l'État, bien sûr. On ne peut pas parler de tourisme réel sans politique réelle de développement du tourisme. Comme l'a dit M. le directeur de la DNTH, il n'y a pas de politique réelle qui existe au niveau du département. On ne peut pas parler de développement sans politique, sans vision, sans stratégie. Parce que c'est là où le problème se pose. Nous, on a, à notre niveau, on est prêt à accompagner l'État par rapport à ça. Comme on l'a dit, il faut d'abord sécuriser, un minimum de sécurisation du pays. Au niveau de notre secteur, il y avait eu un décret qui mettait en place le Conseil supérieur du tourisme, qui était l'organe qui pouvait vraiment proposer un programme de développement du tourisme avec les acteurs réels du tourisme. Parce qu'on ne peut pas parler de tourisme sans les professionnels réels. Parce que c'est ça le problème au Mali. Parce que ces acteurs qui sont les professionnels sont souvent mis à l'écart pour le développement de ce secteur. Ah bon? Oui, parce que si je dis à l'écart, parce que... Qui les a mis à l'écart? Oui, bon, qui les a mis à l'écart parce qu'il faut une synergie d'action entre l'État et les privés. Comme on l'a dit, ce secteur, comme l'a dit le Conseil supérieur du tourisme là, qu'on avait mis en place, était composé, la majorité, c'était des fonctionnaires. Comment vous pouvez parler de tourisme avec les fonctionnaires qui ne sont pas des professionnels du secteur? Là, il y a un problème. Il faut qu'on change de façon de voir les choses, qu'on mette une politique réelle de développement du tourisme qui va tenir compte des stratégies, des visions, avec la collaboration du secteur, des professionnels, des acteurs réels du secteur de l'économie, du tourisme. Mais à votre niveau, entre professionnels de l'hôtellerie, est-ce que vous avez mis en place une stratégie aujourd'hui pour relancer le secteur de l'hôtellerie? Vous savez, M. Dambélé, l'État est au centre de tout ça. Même si nous, on met une stratégie, sans l'accompagnement de l'État, ça ne peut pas marcher. Il faut une synergie d'action entre l'État et les acteurs économiques. L'État ne vous accompagne pas? L'accompagnement, l'État, l'État ne nous accompagne pas totalement. Parce qu'il faut que les acteurs du secteur puissent être impliqués dans cette dynamique-là pour qu'on puisse s'en sortir. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de politique réelle du tourisme au Mali. Chaque ministre qui vient a une vision,
applique cette vision. Mais nous, à notre niveau, on ne voit pas de politique, rien. Comme l'a dit le directeur, il n'y a pas de politique. Sans politique, comment on va faire développer ce secteur? Mao, on l'a dit souvent, dans toute crise, on peut tirer des opportunités. Dans cette crise du tourisme aujourd'hui, quelles sont les opportunités qu'on peut tirer, qui peuvent s'offrir à nous? Il s'agit surtout de créer vraiment, comme ils l'ont dit, un cadre de concertation. Parce que vous savez, comme Sénèque le disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Mais le secteur du tourisme et le secteur des services, en réalité, il va falloir quand même remettre les choses à plat. Et je pense que dans toute crise, comme vous le dites, il y a une opportunité. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour revoir un peu les activités à prioriser, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais je veux dire aussi que nous avons un pays un peu particulier qui est vaste, enclavé, semi-aride, 7243 km de frontières, entouré par 7 pays. C'est compliqué. Si vous regardez la carte sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest, je suis désolé, mais que ce soit le site du département d'État ou de toutes les chancelleries occidentales, l'Afrique de l'Ouest, ça n'incite pas les gens à se déplacer vers chez nous. Donc, en réalité, notre pays est très vulnérable. Nous sommes assujettis à des chocs exogènes. La pluviométrie, quand il y a la sécheresse, nous avons des problèmes. Et vous savez que nous avons l'insécurité alimentaire qui a augmenté de plus de 70%. Et maintenant aussi, avec la pandémie de la Covid-19, vous avez maintenant beaucoup de difficultés maintenant avec les mesures et les gestes barrières qui font que les gens ne peuvent pas se déplacer. Et quand vous ne pouvez pas vous déplacer, ce sont ces chocs-là, vous ne pouvez pas les maîtriser. Mais maintenant, ce qui peut être fait, c'est au niveau conjoncturel. Okay. Quelles sont les actions qu'on peut faire au coup par coup? Mais cela doit se faire de concert entre l'État et les acteurs du secteur. Okay. Parce que la relance, comme je l'ai dit, la plupart des pays, vous avez vu, la Tunisie vient de sortir un plan de relance de son secteur touristique. Mais il faut que cela parte, il faut vraiment que les opérateurs du secteur touristique et l'État se donnent la main pour travailler de concert. On a compris, on a vu en tout cas ce qui est sur les acteurs du secteur aujourd'hui tirent le diable par la queue, notamment les guides touristiques qu'on a vu dans les reportages. Nyanya Loutra, vous êtes avec un guide, le président de l'association des guides de la Fédération nationale des guides du Mali. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous avez Ibrahima Guindo, président de la Fédération nationale des guides du Mali. Vous avez suivi les reportages tout de suite. C'est quoi le quotidien d'un guide sans touriste? Bon, le quotidien, sans touriste, vous savez, les guides ne font qu'accompagner des touristes. S'il n'y a pas de touristes, les guides à 0 francs. Voilà. Donc aujourd'hui, nous essayons de nous lancer dans le tourisme domestique, essayer de voir, selon le Mali, le tourisme malien est essentiellement culturel. À travers les festivals, nous essayons avec certaines agences de voyage, voir comment on peut accompagner des Maliens qui partent dans des régions, parce que du mois de décembre jusqu'en avril, c'est la période des festivals. Maintenant, à travers le mouvement de la population, les guides, nous essayons de nous accrocher pour avoir au moins le quotidien. C'est ce que nous essayons de faire, et ça est inscrit dans la politique du tourisme domestique. Ok, voilà. On a vu aujourd'hui beaucoup de guides se sont reconvertis en éleveurs, en agriculteurs ou même en conducteurs de moto-taxi. Et quoi d'autre encore? Que faites-vous d'autre? Bon, nous sommes reconvertis dans le domaine, par exemple dans les bars et restaurants, et des petits restaurants, les cafés, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. D'accord. Maintenant, moi, mon conseil par rapport dans le secteur privé, à défaut de la maman, on traite la serre. Il faut que les hôteliers acceptent de diminuer le prix des hôtels pour que dans le tourisme domestique, on puisse amener des Maliens à Ségou pour pouvoir payer moins cher. Et donc les agences de voyage également, qu'ils essaient de voir comment on peut ensemble travailler pour que les Maliens acceptent de voyager, parce que ça coûte cher, mais il faut la politique. Ils sont là, les hôteliers. Il paraît que les hôtels sont chers, pas à la portée de la bourse du Malien moyen. Ce que je peux vous dire, les hôtels au Mali sont moins chers par rapport à la sous-région. Si vous voyez le coût de l'électricité au Mali, je pense que les hôtels sont moins chers.
comme il vient de le dire, on n'est pas fermé, on n'est pas fermé à la discussion. On a vu des hôtels, nous, ici à Bamako, mais dans les régions, on donne des hôtels à 50% de remises. 50%. 50% de remises. Et l'électricité, par contre, n'a pas changé. Vous savez, l'électricité au Mali est plus chère que tous les pays de la sous-région. Et les hôtels, ils fonctionnent à part de quoi? De l'électricité. Et une électricité de qualité et efficiente. Et vous voyez que si vous mettez l'électricité, un groupe en marche, avec 2 ou 3 touristes, 3 occupants des chambres, vous allez avoir combien? Monsieur Dambélé, moi je pense qu'il y a un problème au niveau des hôtels. 50% de réduction, c'est peu. Il faut que les hôteliers acceptent de débrancher le climatiseur pour mettre le ventilo pour que les Maliens puissent payer. Un hôtel de 80 000 francs, si tu demandes à un Malien de payer 40 000 francs, il ne pourra pas. Donc 50%, c'est encore un problème. Ce que je veux vous dire, les hôtels, tous les hôtels ne sont pas allés. Il y a les hôtels de 15 000, 20 000 qui sont ventilés. Je prends l'exemple à Sibi. Tu ne peux pas aujourd'hui aller demander 40 000 francs à quelqu'un pour une nuitée. Par exemple, certains hôtels de Sibi aujourd'hui sont à 40 000 francs, d'autres sont à 22 500, ce n'est pas normal. Tu amènes un touriste à Sibi pour une nuitée, on te demande 22 500. Ce n'est pas possible. Maintenant, on souhaiterait avoir 10 000 francs pour pouvoir au moins faire loger le Malien. Oui, et vous savez, monsieur, ce que je peux vous dire, un hôtel, c'est un investissement. C'est un investissement. Il faut amortir cet investissement-là. Si vous prenez 10 000 francs, il y a les impôts, il y a l'électricité, il y a l'amortissement. Combien tu vas gagner? 1 000 francs? Vous pensez que ça peut faire tourner? Non, non. Les agents de voyage aussi. Le Malien moyen, nous, on a la disposition. L'hôtel, là, c'est pour les Maliens. Hein. L'hôtel, là, c'est un secteur transversal que tout le monde a son compte. Même le simple vendeur de tomates a son compte là-dedans. Le tourisme national a besoin d'une politique spéciale. Si nous devons travailler, en tout cas pour gagner de l'argent, le Malien moyen n'a pas la culture de l'hôtel. Dans nos habitudes, même quand tu voyages dans une cité où tu peux aller à l'hôtel, tu n'oses pas. Tu vas chercher à aller en famille. D'abord, on va dire, telle personne est devenue tellement importante qu'elle ne va qu'à l'hôtel. Ça, c'est une question de culture d'abord. Deuxièmement, regardez le niveau des prestations. Quel est le niveau des prestations chez nous? Si une agence de voyage veut vendre un circuit, à supposer à même 50 000 francs pour 4 jours, toi, d'abord, l'agence de voyage ne s'en sortira pas. Il y a une politique qu'il faudra mener. Et cette politique, nous savons ce que ça veut dire. Ça veut dire du sponsoring de l'activité touristique. Et ça se fait quand il y aura une vraie concertation entre l'administration du tourisme et le secteur privé. Autrement dit, le tourisme national ne peut pas concourir à faire en sorte que l'agence de voyage s'en sorte, que le guide s'en sorte, que l'État puisse gagner. C'est impossible. On va donner la parole au public pour des questions, des contributions, ensuite au ministre. Amadou Maïga, directeur commercial de l'agence Tam Voyage, et membre de l'AMAVETI, l'association malienne des agences de voyage et de tourisme. Il faut que nous donnons les moyens de sortir de cette crise-là. Et je pense que le débat, à la fin, on a parlé de concertation, on a parlé de tourisme national. Allons-y vers ça. Madame la Présidente a parlé de politique nationale. Parce que c'est vrai, il faut une réorientation maintenant de la politique. Le Malien, le tourisme par définition, c'est quelqu'un qui quitte son milieu naturel pour aller vers un autre. Donc maintenant, on va parler des Maliens touristes. Parce qu'un Bamako qui quitte Bamako pour aller à Ségou, il est en tourisme. Il est en tourisme. D'accord. Donc il faut un nouvel état d'esprit du Malien. Il faut aussi promouvoir le consommé malien sur le plan touristique et culturel. Donc je pense que l'administration travaille dessus. Oui. Merci beaucoup. M. Maïga. Merci. On va continuer avec Madame derrière. Bonsoir. Je suis Madame Traoré Oumoun Traoré. Je suis la présidente de la Fédération nationale de l'industrie de la restauration au Mali. Le tourisme local, nous sommes acteurs d'un volet du tourisme. C'est force de l'analyse de la crise endémique.
Et puis la situation de transition, envenimée par la situation du Covid-19, qui a justifié la naissance de cette jeune génération. Nous restons partenaires avec l'industrie hôtelière et nous avons travaillé depuis des années. Est-ce que la restauration est aussi frappée par la crise que les agents de voyage? Je dirais plus frappée, mais il y a un mais. Guabou Kakoroni Misri. La transversalité de notre secteur de développement de l'économie du tourisme local est très importante. Et là, les gens vont manger. Comment, j'ai dit tout de suite, faire un regard croisé sur l'économie locale, le tourisme culinaire local. L'art culinaire malien est très diversifié, mais méconnu par les Maliens eux-mêmes. C'est le tourisme domestique. Et c'est un pan du tourisme domestique. J'ai écouté les interventions et tout de suite ici, là. L'artisanat, l'art culinaire, on en a moins parlé. Merci Madame Traoré. On vous a compris. Des contributions aussi, il y a des questions pour les invités aussi. On a un autre participant. Présentez-vous, voilà. s'il vous plaît. Moi, c'est le professeur Ibrahim Evandiaï. Je suis le directeur du centre de formation multipolaire d'Okaïdra, qui travaille à revaloriser, disons, les concepts anciens, les approches et faire de telle sorte qu'on les adapte dans le contexte du XXIe siècle. Par rapport à cette thématique, il y a une petite boutade de manière, je vais dire, très fraternelle que moi j'aimerais faire et adresser aux professionnels du secteur. C'est qu'en fait, ils ont dormi sur leur laurier, je dirais, parce que je me souviens très bien d'une discussion comme ça, au cours d'une conférence que j'avais eu à animer, déjà en l'an 2000. À l'époque, c'était Mme Aminata Draman Traoré qui était ministre du Tourisme et de la Culture, et c'était à Tombouctou. On parlait de Tombouctou 2000 dans le cadre de l'arrivée du nouveau millénaire. Et on avait dit alors, dès ce moment-là, que le tourisme domestique devait être priorisé. Mais comme jusque-là, nos parents, nos frères, sœurs du secteur pouvaient tirer leur affaire du jeu par rapport aux visiteurs étrangers, on a fait fi du malien. Donc moi je dis bravo, Dieu est vraiment grand, merci à Covid, merci à l'insécurité, merci à tout le monde pour cette belle pagaille qui fait que pour une fois, notre pays va vraiment nous prendre au sérieux en tant que consommateur. Non, vous ne pouvez pas remercier Covid et l'insécurité quand même. Si, j'ai dit, bon, c'est une boutade, mais c'est pour dire que, malheureusement, encore une fois, on se fait rattraper par l'histoire parce que nous avons trop, nous sommes trop tombés dans la facilité. Tant que ça rapportait, on ne s'est pas soucié du malien. Et dans le reportage, j'ai entendu un commentaire qui, en tant qu'historien, je refute complètement, quand on dit que le malien n'est pas touriste. Non, ça ne colle pas du tout. Les textes anciens sont là, les manuscrits sont là, les pèlerinages, les voyages anciens sont là, témoignages à travers le monde entier. Et d'ailleurs, même dans notre langue, quand je dis Meta Djamana Yalala, Animbeta Djamana Tamala, c'est pas la même chose. Djamana Yala, je fais du tourisme. Et ça existe au Mali depuis le XIIIe siècle au moins. Et l'histoire est là pour nous prouver ça. Donc, suggestions, propositions, comme j'avais déjà touché à ce mot-là au cours d'une conférence, je le disais il y a 20 ans, je reviens 20 ans plus tard pour dire qu'il est important d'être énormément plus inventif. C'est-à-dire que, oui, le Malien n'a pas la capacité financière d'un touriste étranger en général, mais un peu plus de créativité, d'imagination ferait que le Malien va tourner un peu partout, comme il le fait déjà, en mettant un peu plus la main à la poche. Merci, professeur Ndiaye. Ok, bonsoir tout le monde. En fait, heureusement que Madame la ministre est là. Ce que je ne comprends pas, nous, quand nous étions à l'université, nous avons toujours eu des personnes qui venaient nous voir à l'école pour nous dire des voyages touristiques à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, à Sali au Sénégal, au Ghana. Mais pourquoi ne pas créer un partenariat entre le ministre du Tourisme et le ministre de l'Éducation pour que les étudiants maliens ne passent plus à l'extérieur? Les enfants, à la fin de l'année scolaire, ils prennent des cars à Sibi et un peu partout à l'intérieur. Mais moi, je n'ai jamais vu des étudiants, des groupes d'étudiants ivoiriens ou sénégalais au Mali pour découvrir le campement de Bamako ou à quelque part. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, quoi.
On n'aime pas le malien, on n'aime pas consommer malien, nous n'aimons pas le produit malien. Il va falloir qu'on aime cela. C'est un peu tout ça. Merci. Merci beaucoup. Ibril Sissoko, je suis le conseiller de la Fédération de l'industrie hôtelière. Beaucoup de choses ont été dites. Comme l'a dit quelqu'un tout de suite, dire que le tourisme n'est pas dans la culture malienne, ce n'est pas exact. La fréquentation des hôtels, certes, n'est pas dans la culture malienne. Parce que le Malien est le plus grand voyageur en Afrique. Tourisme, ça veut dire tout simplement voyager. Ça ne veut pas dire autre chose. Certes, le Mali est un pays émetteur de touristes, de tout temps. Maintenant, on était pays récepteur aussi, parce qu'on recevait des étrangers. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'est plus récepteur parce que les gens ne viennent plus. Cette histoire de tourisme domestique, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on en parle. On a fait des séminaires là-dessus, on a fait beaucoup d'études là-dessus. Récemment, il n'y a pas 3 ans encore, on avait concocté ce segment du tourisme qui est le tourisme scolaire et universitaire. On avait même fait un début de travail par rapport à ça. Le problème qui se pose, c'est toujours le manque de partenariat public-privé. Il n'y a pas de cadre de concertation. Sinon, c'est un secteur qui avait été déjà identifié, le tourisme domestique, de tout temps, depuis on jusqu'à maintenant. On a toujours fait pour que ça marche. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de continuité dans les actions au niveau des départements. Un département initie une activité, un autre vient, on laisse tomber ça, on fait autre chose. On initie autre chose. Donc, tant qu'il n'y a pas de continuité, on ne s'en sortira pas. Oui, on a compris. Madame la ministre, bonsoir, merci d'être là. C'est vraiment un honneur pour nous. Est-ce qu'en apprenant la nouvelle de votre nomination comme ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, vous vous êtes dit, quelque part, la culture, oui, l'artisanat, oui, un peu, mais le tourisme, oulala, les chefs me donnent la queue de lion, là, parce que tellement les défis sont nombreux. Quels sont les défis urgents aujourd'hui que vous voulez relever dans ce secteur-là? Bonsoir, Monsieur Damélé, chers invités, et bonsoir à l'assistance. Je vais répondre à cette question, mais permettez-moi vraiment, avec vos invités, de poser un diagnostic. Oui. Il a été dit que le pronostic vital est engagé. Mais une chose est sûre, le patient n'est pas mort. Le patient est loin d'être mort et il ne mourra pas. Parce qu'on a au niveau du secteur touristique, des personnalités, des personnes engagées, courageuses qui se battent depuis des années. Et c'est ces personnes-là qui insufflent le souffle de vie au secteur touristique. Donc je crois que le patient ne va pas mourir. Inch'Allah. Mais ceci dit, la responsabilité de l'État est plus qu'engagée. J'ai entendu beaucoup de choses, mais il y a un élément qui a particulièrement retenu mon attention, c'est l'absence de politique nationale de tourisme. Et les acteurs du secteur touristique ont raison de mettre l'accent sur cette absence qui est très pénalisante. Comment voulez-vous que le secteur touristique s'émancipe, se développe sans un cadre de travail, sans un cadre d'orientation, sans un plan stratégique? Nous avons commencé déjà un pas vers la mise en place de cette politique nationale du tourisme et je crois que c'est Mme Cissé qui l'a mentionné. À partir de la semaine prochaine, nous organisons des séminaires. Des séminaires que nous avons intitulés au niveau du département des séminaires émergence pour une vision concertée des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. J'insiste bien sur le mot concerté parce que ce ne sera pas la vision du ministre et ce ne sera pas la vision du département, ce sera une vision concertée avec tous les acteurs, les fêtières, les partenaires techniques et financiers, pour qu'enfin nous puissions mettre en place une politique nationale du tourisme pour le plus grand bien des différents acteurs et pour l'épanouissement du secteur touristique au Mali. Là où la responsabilité quand même de l'État est engagée, permettez-moi, chers partenaires du secteur touristique, de vous interpeller aussi.
Je crois que c'est M. Ndiaye qui a tout de suite parlé de créativité, d'inventivité. Je crois qu'il est important, en attendant la mise en place de cette politique nationale du tourisme, d'être très inventif, d'être créatif pour renouveler le débat autour du tourisme domestique. Parce qu'il n'est quand même pas, il est difficilement compréhensible que depuis 20 ans, nous soyons là, que cette question soit sur la table et qu'on n'ait pas pu mettre de contenu dans ce tourisme domestique. Moi, je vous invite vraiment à beaucoup plus de créativité. Il a été aussi dit dans la salle, et je crois que c'est M. Maïga qui représente Tam Voyage. Nous avons effectivement fait une mission sur Ségou il y a 1 mois. C'était pour avoir les artisans de Ségou. Mais au retour de la visite de Ségou, au niveau du département, on a imaginé un circuit touristique que nous avons intitulé la route du textile. Et il faudrait que vous notiez, il y a une opportunité historique qui se présente aussi pour le secteur touristique, c'est que nous avons et la culture et l'artisanat qui accompagnent le secteur touristique. Et ça, c'est une opportunité historique. Et j'invite les différents acteurs du secteur touristique à ne pas rater ce rendez-vous historique. Donc, nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place un circuit touristique vers Ségou, mais ce sera la route du textile. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes obligés d'imaginer, de créer, d'inventer pour sortir de cette situation. L'insécurité ne peut pas être une fatalité. La pandémie ne peut pas être une fatalité parce qu'il s'agit de la survie de milliers de personnes donc, qui dépendent de l'activité touristique. Et essayer aussi de revisiter le patrimoine culturel. Il n'est pas que matériel, il est aussi immatériel. Nous avons nos richesses culturelles, nous avons nos chants, nous avons nos us, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions qui pourraient enseigner non seulement les Maliens, mais enseigner beaucoup d'autres à travers le monde. Lorsque je suis arrivée au niveau du département, et M. Dambélé, je vais vous répondre, je savais que les opérateurs culturels étaient en grande difficulté. Beaucoup de festivals sont morts, beaucoup d'activités culturelles ont disparu. Je savais aussi que les artisans étaient dans une situation désespérée parce que la zone artisanale du centre, du nord, a été beaucoup touchée par la crise sécuritaire. Mais j'étais moins informée de l'état du secteur touristique. J'étais fortement ébranlée par ce que les uns et les autres vivent. Et je voudrais vous demander, vraiment sans opportunisme aucun, d'ovationner les acteurs qui sont aujourd'hui ici, parce que c'est leur courage qui fait tenir le tourisme. Et si demain le tourisme devait disparaître, je crois que c'est un peu de notre pays qui va disparaître. Le tourisme constitue un des plus beaux joyaux de ce pays. Donc prenons soin de ce tourisme-là, prenons soin de ce secteur. Et moi qui suis aujourd'hui ministre en charge du tourisme, je me battrai avec tous mes collaborateurs pour enfin mettre une politique nationale du tourisme sur la table pour le bien-être du secteur. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Il y a quand même des de nombreux pays européens et américains qui déconseillent le Sahel aujourd'hui à leurs ressortissants, notamment les Mali. Vous, en tant que ministre, que comptez-vous faire vraiment comme plaidoyer pour ramener ces pays-là à la raison, en quelque sorte, entre guillemets, parce que les terroristes, ils frappent même ces pays-là aussi, mais le tourisme ne s'arrête pas dans ces pays. Oui, M. Dambélé, mais vous savez, la problématique est compliquée. Est-ce qu'on peut vraiment demander à des touristes, je pèse bien mes mots, à des visiteurs étrangers de visiter un pays qui est placé en zone orange ou en zone rouge? C'est beaucoup de risques que nous prenons. Mais je pense qu'à côté de cela, nous pouvons aussi imaginer. Il a été dit quelque part dans la salle ici, ou à l'écran, quelqu'un a parlé de tourisme virtuel. Mais bien sûr qu'il faudrait prospecter de ce côté-ci. Il faudrait imaginer des amoureux du Mali, incapables de visiter le Mali, qui soient quelque part à Paris ou à Amsterdam,
en train de visiter virtuellement le Mali. Cela est possible. Donc le tourisme virtuel peut être une solution, peut être une réponse à ce manque à gagner. Merci Madame la Ministre. On est pratiquement au terme de cette émission. On va faire un dernier tour de table ici. En quelques mots, comment voyez-vous l'avenir du secteur? On va commencer par Monsieur le Directeur. Je pense que, à entendre tous ces discours, on ne peut qu'être confiant, surtout en notre capacité de relancer ce secteur. Et je pense que les différents acteurs à différents niveaux sont engagés et, Inch'Allah, les résultats seront là. Les résultats seront là à travers la mise en place de ces cadres de concertation, mais également la définition des priorités qui prennent en compte les urgences du moment. Oui. Madame Cissé, il ne faut pas désespérer. Oui, je ne désespère pas. Malgré ce tableau sombre, je ne désespère pas de notre tourisme. En me disant que si certaines de nos difficultés disparaissaient, en premier lieu l'insécurité, je pense que le tourisme peut avoir devant lui de beaux jours. Mais pour cela, je pense que nous devons d'abord nous-mêmes nous donner la main, c'est-à-dire secteur privé, secteur public. Le partenariat public-privé doit être une réalité pour nous. Deuxièmement, je pense que l'État doit penser au privé que nous sommes. Nous avons donné notre vie, nous avons donné notre énergie, nous avons donné nos fonds. Un hôtel au Mali, les hôtels 5 étoiles sont allés jusqu'à 5 milliards d'investissements et qui n'ont pas de clients aujourd'hui. Les agents de voyage dans une moindre mesure. Mais il faudra que l'État pense à ces structures-là. Quand il y a eu les mesures de prévention par rapport au Covid-19, on nous a dit que l'État a 500 milliards pour faire face. Mais nous faisons partie des problèmes qui ont été créés par la Covid-19. Pourquoi ne pas nous aider à avoir des fonds pour, en réalité, nos charges d'exploitation en attendant la reprise de nos activités? Parce que je l'ai déjà dit, si l'État même ne nous aide pas à nous relever, eh bien, le tourisme se retrouvera dans les murailles du Musée national du Mali. Donc, il faut que l'État sache que le secteur privé est le moteur du développement économique. Et ce secteur privé a besoin que l'État le sache, que l'État l'aide, que l'État l'accompagne, que l'État l'assiste. Nous ne devons pas être la 5e roue du carrosse. Ok. Voilà. On a compris. Merci Madame Cissé. Monsieur Samaké, l'avenir du secteur, il est certain? Oui, c'est sûr, l'avenir est certain. Comme je l'ai dit, le tourisme, le secteur du tourisme est un secteur, un levier de l'économie du Mali, si on reprend en garde. Tout ce que je peux dire, ce tourisme est entre nos mains. L'avenir du tourisme est entre nos mains. Il faut qu'on y prenne vraiment garde. En plus de ça, ce que je peux dire à l'État, de créer toutes des conditions, la mise en œuvre de stratégies efficaces, efficientes, pour davantage rendre nos destinations attractives et saisir toutes les opportunités positives offertes. Et situer aux professionnels du tourisme, du secteur privé, la place qu'ils doivent, parce que c'est important. Et le tourisme ne peut se développer sans un partenariat dynamique fort entre le secteur privé et l'État. Pourquoi je le dis? Ce secteur-là, aujourd'hui, souffre. Je peux vous donner un exemple simple. Il y a un hôtelier, un grand hôtelier de la place, qui a investi des milliards, qui est dans la sous-région. Il m'a appelé pour me dire, Monsieur le Président, je suis dans les problèmes. L'État vient de me dire qu'il va me redresser pour un montant de 300 millions de francs CFA pour des activités qui ont été effectuées en 2017, 2017, 2019. Or, moi, à mon niveau, j'ai plus de 300 millions de francs CFA que l'État doit me payer. Et l'État ne peut même pas me payer. Comment je peux faire? Et ils me disent que dans 2 jours, ils vont me fermer. Je dis que ça, c'est un problème. Déjà, on est à terre.
Si l'État veut venir nous fermer, là, c'est un problème. Vous allez être sous terre maintenant. On est sous terre, on sera enterré. Parce que quand on va fermer un secteur, parce qu'il n'a pas payé l'impôt, et l'État est là en train de mettre la pression, ils ont même dit, vous allez payer 30 millions parce que les impôts, ils vont se déplacer pour venir chez vous. Il dit, mais ça c'est quoi? L'opérateur est sur place, il m'a appelé, il me dit, il faut intervenir. Les cris de cœur est entendu. Madame la ministre va intervenir. Merci, monsieur Samaki. Alors, monsieur Makalou, vous voyez le bout de tunnel dans combien de temps? Bon, en tout cas, l'IATA dit que l'industrie du tourisme ne va pas se retrouver en Afrique avant 4 ans. Quoi? Avant 4 ans. Les compagnies aériennes sont pratiquement, 90% des compagnies aériennes sont pratiquement à l'arrêt. Et vous savez, l'IATA a estimé qu'il y allait avoir environ 2 milliards de dollars de pertes pour les compagnies aériennes en Afrique, donc mettant au chômage beaucoup de personnes. Mais pour revenir au Mali, vous savez, la difficulté se trouve au niveau du fait que maintenant, il y a près d'1 million de Maliens qui vont basculer dans la pauvreté à cause des mesures et gestes barrières de la Covid-19. Et maintenant, si vous prenez le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, vous avez 71% des personnes qui travaillent dans ce secteur qui sont des femmes. Et vous avez 63% des personnes qui travaillent dans ce secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui sont âgées de 19 à 35 ans. Donc, vous avez déjà les couches les plus vulnérables qui seront déjà très affectées. Il y a des mesures qui ont été prises par l'État pour relancer l'économie, mais je pense qu'elles sont insuffisantes. En tout cas, 500 milliards, ce n'est pas assez. Mais l'État même va perdre, à mon avis, entre 500 et 1000 milliards. Mais je pense qu'il va falloir quand même trouver des ressources additionnelles pour relancer l'économie, mais surtout il va falloir de l'assistance aux personnes les plus vulnérables. Sinon, nous risquons, en plus de la crise économique, d'avoir une crise sociale, sachant déjà que nous avons une crise politique et une crise sécuritaire. Ouais, c'est pas facile, que Dieu nous en garde. En tout cas, Mario Scolas disait que le tourisme, c'est d'abord voyager pour rester soi-même. Mais alors, voyageons, découvrons et partageons. C'est donc tout pour cette partie consacrée au débat. Merci à Madame les ministres pour votre participation et vos précieuses contributions. On vous souhaite le meilleur. Merci à nos invités. Merci également au Musée national qui nous accueille et à notre partenaire, l'agence de communication Spirit Maken. Grand merci à la grosse équipe de production et de réalisation dirigée par Amadou Baba Diallo, Apollo et Ali Goïta. À très bientôt. Nyanya Lou Traoré. Merci Sidiki Dambélé. Il ne faut pas oublier de remercier également nos téléspectateurs qui nous regardent depuis chez eux, au cœur de l'économie. Donc c'est pratiquement terminé. Et au cœur de l'économie, porté ce soir sur quelle politique de relance du tourisme au Mali. Merci à tous. Bonsoir.